pays ont publié ce jeudi une déclaration exhortant le Hamas à accepter le projet d'accord en cours de négociation au Qatar et à libérer tous les otages. Peu après, les proches de certains des otages réunis à Tel Aviv ont appelé d'autres pays du monde à se joindre à ces 18 si la libération des otages entraînerait un cessez-le-feu prolongé à Gaza et faciliterait l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire. Dans le même temps, dans une interview accordée à l'Associated Press, le responsable du bureau politique du Hamas a lui affirmé que le groupe terroriste accepterait une trêve de 5 ans avec Israël et de déposer les armes si un État palestinien indépendant voyait le jour selon des frontières d'avant 1967, ce qui est précisément ce à quoi Israël s'oppose. Par ailleurs, la défense civile de Gaza s'est déclarée prête à participer à une enquête internationale sur les charniers découverts récemment près des principaux hôpitaux. Ce jeudi, elle a affirmé que près de 400 corps avaient été découverts. De nombreuses personnes se rendent sur les sites d'exhumation dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus. Des représentants du mouvement de libération nationale de la Palestine et du mouvement de résistance islamique sont arrivés à Beijing il y a quelques jours pour un dialogue approfondi et sincère. Les deux parties ont pleinement exprimé leur volonté politique de parvenir à la réconciliation par le dialogue et la consultation, ont discuté de nombreuses questions spécifiques et ont réalisé des progrès positifs. Elles ont convenu de poursuivre ce processus de dialogue avec la vision de parvenir rapidement à l'unité palestinienne. Les deux parties ont hautement apprécié le soutien ferme de la Chine à la juste cause du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux légitimes. Elles ont remercié Beijing pour ses efforts visant à promouvoir l'unité interne palestinienne et sont parvenues à un accord quant à la poursuite du dialogue. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur Cohen, vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Alors, on va commencer cette chronique. Je tiens à saluer tout le monde sur toutes les plateformes, sachant que depuis maintenant, depuis quelques jours, je diffuse en même temps en direct sur VK et sur Telegram. Voilà, donc pour celles et ceux qui ont Telegram ou VK, vous avez la possibilité de suivre l'émission depuis maintenant, depuis aujourd'hui, sur ces deux plateformes. Et je salue bien sûr toutes les autres personnes qui sont sur YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, voilà, comme d'habitude, et bien sûr TikTok. Donc les amis, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent interagir avec nous. Je le répète, comme d'habitude, vous avez le lien que je vais mettre sur le chat pour la plateforme StreamYard. Et sur TikTok, vous avez juste à faire votre demande et vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Alors, Monsieur Cohen. Oui. On va partir sur les négociations en cours en Chine. Oui, les négociations sont apparemment, je ne sais pas quoi dire, c'est-à-dire sont dans l'impasse. Enfin, c'est pas vraiment dans l'impasse parce que il y a une espèce de rapport de force qui se joue. Je veux dire, il y a des pressions sur le Hamas pour qu'il accepte les propositions israéliennes. Et Israël ne répond pas exactement aux propositions du Hamas, donc chacun essaye de faire pression sur l'autre en faisant jouer les relations internationales, le sort des otages, les appels au Hamas pour libérer les otages, que, comme on a vu dans la vidéo, si libérer les otages quasiment, on aurait un État palestinien, quasiment, alors que c'est complètement ridicule. C'est-à-dire que la seule carte aujourd'hui que détient le Hamas, ce sont les otages, justement, et donc le jour où il n'aura plus cette carte, il paiera très cher, parce que la parole donnée par le régime sioniste ne vaut rien. Voilà, donc on a vu à plusieurs reprises, donc n'importe quel accord, le régime sioniste prendra n'importe quel prétexte pour le violer. C'est-à-dire, il peut dire, bon, une trêve de 4 ans,
ou bien on se retire. En fait, il peut prendre n'importe quel prétexte, quitte à créer ce prétexte lui-même pour revenir, reconquérir Gaza ou retourner à Gaza, etc., ou bombarder. Donc, en fait, le Hamas veut avoir le maximum de garanties parce que la seule carte qu'il a, la seule carte, c'est un, les otages, et deux, ses positions sur le terrain, en tout cas, qui ne sont pas très connues, mais apparemment des positions assez fortes pour pouvoir résister depuis plusieurs mois aux assauts des Israéliens. Voilà. Donc on en est là. Chaque jour qui passe, là, ce matin, j'ai entendu les infos. Apparemment, le Hamas devait répondre déjà il y a 2 jours. Ce matin, il n'a pas encore répondu. Bon, peut-être demain. C'est très difficile de savoir pour nous qui lisons comme ça la presse, les médias. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer demain dans les 48 heures, dans les 72 heures. On peut vraiment rien dire. Voilà, on attend. Première question, Monsieur Cohen, concernant Oui. ces pourparlers. Comment se fait-il que ce soit la Chine qui s'y prête et comment se fait-il qu'on mette autour de la table le Hamas et le Fatah alors que le problème, il n'est pas entre les deux là, il est plutôt… C'est une partie du problème quand même. C'est-à-dire, c'est un fait que le front palestinien, le peuple palestinien ne présente pas un front uni. Bon, ça, c'est la palissade. Voilà, c'est malheureusement une réalité. Donc, depuis 2006, depuis qu'il y a eu des élections, que le pouvoir palestinien installé à Ramallah n'a pas voulu reconnaître, parce que le Hamas a gagné les élections législatives au Parlement palestinien, et l'autorité palestinienne, sous pression d'ailleurs, sous pression de l'Occident et d'Israël, n'a pas accepté le résultat. Et donc, le Hamas a pris le pouvoir à Gaza. Il ne pouvait pas le prendre en Cisjordanie, parce que en Cisjordanie, il y a beaucoup de troupes de l'autorité palestinienne, et puis il y a surtout les forces d'occupation sionistes. Donc, il n'aurait jamais pu prendre le pouvoir là-bas. D'ailleurs, en Cisjordanie, il est quasiment dans la clandestinité, le Hamas. Et donc, il a pris le pouvoir, alors qu'il est très fort à Gaza, il a pris le pouvoir à Gaza, et il a chassé l'autorité palestinienne, avec la bénédiction des Israéliens, voilà, qui se frottent les mains devant la division du peuple palestinien. D'ailleurs, c'est un argument qu'utilisent souvent les Israéliens pour dire « Mais nous, on veut bien négocier, mais avec qui voulez-vous qu'on négocie ? Avec l'autorité de Ramallah ou avec le Hamas ?» Donc, bon. Et en même temps, j'ai l'impression que cette division du peuple palestinien, elle va en s'approfondissant. C'est-à-dire, il y a la Cisjordanie à Ramallah et Gaza. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y avait un plan de Trump en 2018 ou 2019. Ce n'était pas un plan officiel, mais dont on connaissait à peu près les grands traits. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, la Cisjordanie et Gaza n'étaient plus réunies, ne faisaient plus partie de la Palestine. Donc ça, c'est quand même un acquis pour l'impérialisme sioniste. Ça veut dire de diviser le peuple palestinien. Donc, le plan de Trump prévoyait un État palestinien, enfin entre guillemets, avec 10 guillemets, si vous voulez, un État indépendant, enfin un État en Cisjordanie,
enfin une espèce de Bantoustan, évidemment, hein, c'est pas où Israël, bien sûr, conserverait les colonies, les colons, le Golan, etc. Bon. Et Gaza, on demanderait à l'Égypte d'étendre sa juridiction sur Gaza. C'est à peu près le plan qui, encore que avec la nouvelle guerre sur Gaza, j'ai l'impression que les Israéliens ils vont pas lâcher facilement la bande de Gaza. Alors qu'à l'époque, au plan de Trump qui prévoyait de donner Gaza, enfin de laisser l'Égypte administrer Gaza, aujourd'hui, j'ai l'impression que les Israéliens ne voudront pas abandonner Gaza à l'Égypte et la garder en espérant évidemment vider une bonne partie de sa population. Voilà. Et occuper et mettre des colons israéliens là-bas. Donc en fait, il y a eu déjà plusieurs tentatives de réconciliation, de dialogue, organisées par le Qatar ou l'Arabie saoudite, etc., mais sont vouées à l'échec. Tout simplement parce que les deux parties, l'autorité palestinienne ne voudra jamais accepter un deal avec le Hamas. Ça veut dire, par exemple, on organise des élections libres et démocratiques, et celui qui gagne, eh ben, il gouvernera, il aura la majorité au Parlement, il gouvernera la Palestine, enfin ce qui reste de la Palestine. Et ça, l'autorité palestinienne ne voudra jamais. L'autorité palestinienne ne voudra jamais aussi, pourquoi? Parce que qui donne, vous savez, le budget de l'autorité palestinienne, c'est à peu près quelques centaines de millions de dollars chaque année. Bon. Qui donne ces centaines de millions de dollars? Les États-Unis, l'Europe, l'Arabie saoudite, en gros. Et évidemment, ces donateurs, ils disent à l'autorité palestinienne, si vous partagez le pouvoir avec le Hamas, ben, il n'y aura plus d'argent. Donc, tout le monde a envie que l'autorité palestinienne continue de gouverner, même contre la volonté du peuple palestinien, même avec une forme de dictature et de répression, plutôt que d'avoir un front palestinien uni. Ce que fait la Chine, c'est un peu, comment dire, c'est pour faire quelque chose. Je dirais presque, enfin, c'est pas du cinéma, mais c'est pas du théâtre, mais à la limite, c'est un peu ça. C'est-à-dire, voilà, nous occupons le terrain, nous faisons entendre notre voix, les Palestiniens, les deux parties viennent à Pékin, chez nous, donc nous affirmons notre présence et notre influence. Voilà. Bon. Les Chinois prennent date, mais à mon avis, enfin en tout cas dans les conditions actuelles, sans aucune perspective de succès. Voilà. Alors, très bien, merci, M. Cohen. Il y avait une première question. Est-ce que vous pensez que tout va se terminer en guerre de religion? Parce que je ne pense pas que les sionistes vont faire une trêve ou s'arrêter. Non, la guerre de religion n'empêche pas des trêves non plus. Donc, ce n'est pas une guerre de religion. La preuve, enfin, si vous voulez, des tas de preuves. Il y a des alliés musulmans qui sont alliés aux sionistes juifs extrémistes. Voilà, les Émirats arabes unis sont quasiment un protectorat d'Israël. Donc, il n'y a pas de guerre de religion. L'Iran du Shah était un grand allié d'Israël. Israël est l'allié de l'Azerbaïdjan, qui est musulman chiite. Donc, il n'y a pas de guerre de religion en vrai.
C'est-à-dire, il y a la religion, elle vient s'adjoindre, mais elle n'est pas le facteur essentiel. Voilà, je dirais. Et donc, la guerre, elle ne dépend pas des critères de religieux, elle dépend de l'opportunité. C'est-à-dire, par exemple, Israël a vu l'attaque du Hamas, qu'elle a encouragé d'ailleurs, qu'Israël a encouragé ou qu'il a laissé faire. Et à cette attaque à laquelle il a donné une ampleur sans précédent. Donc, Israël a vu dans cette attaque l'opportunité de reconquérir Gaza en la vidant de sa population. Donc en fait, la guerre, elle obéit à des... Elle n'obéit pas, elle obéit rarement à des critères religieux. Ça veut dire que la religion n'est là que pour donner une légitimité, une explication, une justification. Mais en fait, la guerre est le produit d'intérêts stratégiques, économiques, militaires, de puissance, de domination. Voilà. Le reste, c'est-à-dire par exemple l'idéologie, la religion, c'est du cinéma. Voilà. C'est juste pour donner un vernis, pour donner une justification. Alors, ça me permet de rebondir là. Vous avez parlé de l'Iran et Oui. je ne sais pas si vous avez vu une des dernières vidéos de Thierry Messant. Oui, peut-être, je me souviens pas, oui. Une vidéo qui a même pas 10 jours là, où il est interviewé par le courrier des stratèges. Ah oui, 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 oui. Eric, je ne sais plus comment. Et justement, Éric Ferrer. exactement, voilà. Et justement, il donne son analyse sur la riposte de l'Iran et tout ça. Et à un moment donné, il parle justement du lien et de la relation secrète entre l'Iran et Israël. Et il parle d'un pipeline qui lie l'Iran à Ashdod, je crois, Ashdod, une ville comme ça en Israël. Ouais, c'est ça. Apparemment qu'il y aurait, et justement que personne n'a le droit d'en parler. Et s'ils en parlaient, que ce soit en Israël, voire même en Iran, bon, je crois qu'il parlait pour Israël, il disait que si quelqu'un en parlait de ce pipeline qui relie l'Iran à Israël, il pourrait écoper jusqu'à 15 ans de prison. Donc, est-ce que vous avez déjà une information sur le fait que l'Iran fournit du gaz ou du pétrole à Israël, pardon. Et est-ce que voilà, c'est une source fiable ou pas? Voilà. Alors, à ma connaissance, enfin, je vais vous dire une chose. S'il y avait un pipeline, il ne peut pas être secret. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait quand même. Bon, c'est vrai que Thierry Messant a des informations vraiment crédibles. Il a des connaissances solides. Mais là, enfin, bon, moi, j'ai mes doutes. Enfin, voilà. C'est-à-dire, il est possible qu'il y ait eu un pipeline, encore que par où il passerait ce pipeline? Parce qu'il devrait traverser l'Arabie Saoudite ou la Jordanie, enfin, je sais pas, ou l'Irak. L'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Or, du temps du Shah, les pays arabes, enfin, les pays cités, l'Arabie Saoudite, l'Irak et la Jordanie, boycottaient le régime sioniste. De 1948 jusqu'aux années 70, il y avait un boycott officiel. Et je vois mal comment un pipeline aurait pu passer à travers des territoires aussi hostiles. Il ne faut pas oublier une chose, que l'Iran n'était pas en très bons termes avec l'Irak. Enfin, il y a eu une réconciliation sur le dos des Kurdes au début des années 70. Mais de là à construire un pipeline, parce que c'est quand même un investissement colossal, et qui est à la merci, un pipeline, à moins d'être, bon, surtout s'il est, on peut pas l'enterrer. Un pipeline, c'est très difficile à enterrer. Donc,
un pipeline à ciel ouvert, il est à la merci de saboteurs. C'est pas difficile de saboter un pipeline. Donc, je vois pas. Enfin, franchement, ça me paraît un peu curieux comme information. D'un côté, enfin, je ne sais pas. Ceci étant dit, Thierry Messon. Enfin bon, j'ai pas envie de porter de jugement particulier. Voilà. Bon, en général, il est bien informé. Mais la question d'un pipeline de l'Iran, enfin, regardez une carte. Et franchement, je ne vois pas, à moins que l'Iran ayant un débouché sur la mer Rouge, le pipeline passerait par la mer Rouge jusqu'à Eilat. Voilà, à moins que, voilà. Et là, ça serait un pipeline marin. Moi, j'en sais rien, hein, franchement. Bien sûr, de toute manière, c'est des choses qui sont un peu plus ou moins tenues secrètes, voilà. Mais on ne peut pas le nier. De toute manière, Israël se fournit bien quelque part. Ah oui, mais ça, c'est pas un problème pour Israël. Je veux dire, d'abord, il y a, comment dire, il y a pas les multinationales qui pompent le pétrole. Ces multinationales sont américaines. Bon, la majorité, ou hollandaises, ou britanniques. Donc, elles ont la maîtrise du pétrole. Enfin, en tout cas, 90% du pétrole. Donc, elles peuvent très bien le vendre à n'importe qui. La Russie a de très bonnes relations avec Israël. En tout cas, la Russie de Poutine. Donc, elle peut très bien vendre du pétrole à Israël. En tout cas, Israël n'a jamais eu de problème de fourniture de pétrole. C'est vrai que je ne me suis jamais intéressé à la question, mais je veux dire, on peut acheter le pétrole sur le marché international. Et il y a pas. Bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Iran et Israël avaient de très bonnes relations jusqu'en 1978. Ils étaient très très proches. Donc on peut imaginer des pétroliers qui partaient de l'Iran et qui remontaient la mer Rouge jusqu'au port d'Eilat. C'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc, et après, bon, le pétrole étant un produit sur le marché international, on peut l'acheter n'importe où. Bon, alors de toute manière, j'aurai l'occasion de lui poser clairement cette question, puisque je compte bien l'inviter sur la chaîne, parce que son analyse la dernière fois, je l'ai écouté et je l'ai retransmis aussi. C'est assez intéressant d'avoir d'autres sons de cloche concernant la riposte de l'Iran. Et voilà, après, on est en droit de se poser les questions et de chercher. À savoir comment se déroule la géopolitique dans ce secteur du monde. Il y avait une question concernant le charnier qu'on a découvert Oui. il y a quelques jours. On en a découvert quelques-uns, il n'y a pas qu'un seul. Hein. Oui, il y en a plusieurs, mais justement, comment peut-on envisager une paix après avoir découvert justement ces charniers? Non, là, ça n'a rien à voir. Vous savez, regardez les pays qui sont fait la guerre dans l'histoire. Oui, par le passé, on a connu des guerres, on a découvert des charniers, et bien sûr, la paix par la suite. Mais là en l'occurrence, la population palestinienne, elle subit depuis bien longtemps, je ne vous parle pas des événements du 7 octobre, mais là, en plus de ce qu'elle subit depuis avant le 7 octobre et ce qu'on a découvert là aujourd'hui, on peut se poser la question si maintenant ils vont accepter la paix, ces gens-là. Parce qu'ils ont quand même subi des massacres, un génocide, et là on découvre des charniers. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais si, imaginons, rêvons un peu, parce que c'est un rêve. Rêvons qu'il y a une conférence internationale. Voilà. Et que les Palestiniens obtiennent une
une solution juste, c'est-à-dire un État. Bien sûr, ils vont oublier. Enfin, ils vont passer. Enfin, ils vont oublier. Ils vont passer l'éponge. Ils vont se dire, ok, bon, d'accord, ok, ça s'est passé, c'est de l'histoire ancienne. Il y a la paix. Donc, c'est pas quand on fait la paix, ça veut dire qu'on tourne la page. Voilà. Il y a eu dans l'histoire, il y a eu des conflits monstrueux et qui se sont terminés. Ben, une fois qu'on a signé la paix, eh ben, on tourne la page. Voilà. Ouais. Ben, ça va pas être facile de tourner la page, en tout cas, pour les Non, mais de Palestiniens. toutes les façons, c'est un cas théorique. Je veux dire, les Palestiniens, personne ne va leur offrir une solution enfin, personne ne va leur offrir l'État. Donc, c'est une question qui reste tout à fait théorique. Voilà. Bon, on approche des élections aux États-Unis et la possible réélection de Biden ou la possible réélection de Trump. Est-ce que vous y voyez un changement après cette élection? Ou Pas du avant, hein, tout. parce que c'est possible Pas du qu'il tout. Sur le Moyen-Orient, justement avant les élections. non, sur Israël et la Palestine, sur le Moyen-Orient en général, il n'y aura aucun changement. Au contraire, Trump, il est plus sioniste que les démocrates. Et bon, je vais vous donner la preuve, quelques preuves, quelques illustrations. Trump a dénoncé l'accord entre l'Iran et les 5 puissances, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine, qui avaient signé un accord en 2015 ou 2016. C'est Obama qui avait signé l'accord, et où il y avait une surveillance de l'industrie nucléaire iranienne, mais en contrepartie, il n'y avait plus de sanctions contre l'Iran et tout le monde y trouvait son compte. Et les Israéliens n'ont jamais été contents de ce compromis. Eux, ils veulent toujours pousser l'Iran jusqu'à ces derniers retranchements, c'est-à-dire pousser à la guerre, pousser au conflit, pousser comment dire, pas enfin, pousser à la tension. Voilà, il faut qu'il y ait de la tension. Et Trump a cédé en 2018 au lobby sioniste qui réclamait la dénonciation de l'accord, aux grandes dames de toutes les autres puissances, parce que le marché iranien est très important. Les autres puissances comme la France, l'Allemagne, voulaient rétablir les relations commerciales, industrielles avec l'Iran, etc. Donc, Trump a créé un précédent qui n'a pas eu beaucoup de suite, mais quand même, symboliquement, c'était très fort. Il a déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Bon, ça a été suivi par quelques pays, mais quand même, il a reconnu l'annexion du Golan syrien par Israël. Et même, vous savez que sur le Golan, ils ont construit une petite ville qui a le nom de Trump, qui s'appelle Trump Town, quelque chose comme ça, voilà. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas qu'il soit... il n'a jamais été sioniste avant d'être élu président. Mais il s'est rendu compte qu'il a intérêt à l'être. Voilà, il n'a pas intérêt à avoir le lobby sioniste sur le dos s'il a envie de mener la politique qu'il voulait mener. Donc, il s'est dit, je vais satisfaire le lobby sioniste, je vais lui donner des trophées, des conquêtes, et qui me fiche la paix. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un de pragmatique dans ce sens-là, c'est-à-dire, il connaît la puissance du lobby sioniste et il est capable d'aller de dénoncer un accord, de dénoncer le droit international. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que aussi
Trump a été à l'origine des normalisations, ce qu'on appelle les accords d'Abraham. C'est quand même important aussi, donc, et avec le Maroc, donc qui est une légitimation d'Israël sans que ce dernier pays facilite la solution de l'État palestinien, alors que Jérusalem est toujours sous domination sioniste, alors que le Golan est domination sioniste. Donc il ne faut rien attendre de Trump, bien au contraire. Voilà. Alors, merci, Monsieur Cohen. Il y avait une autre question concernant Trump et j'incluais dedans aussi Poutine. Est-ce que vous pensez que Poutine, Trump et Dugin, Alexandre Dugin, sont des proches des Lubavitch? Bon, Dugin, je ne sais pas. Franchement, j'avoue mon ignorance. En tout cas, moi, j'ai jamais vu. J'ai vu Poutine avec des. Dugin, justement, c'est pas un conseiller de Poutine en arrière-plan? Non, je pense qu'on exagère son rôle. Voilà. C'est un intellectuel. Disons qu'il a il a dit une vision nationaliste, mais je ne crois pas qu'il soit un conseiller. Enfin, il n'est pas au Kremlin en train de murmurer à l'oreille de Poutine. Voilà, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire, c'est un intellectuel qui a son indépendance et qui a une vision nationaliste, mais en même temps, qui se rapproche de celle de Poutine. Mais à mon avis, voilà, je ne crois pas que c'est, comment dire, il n'est pas au Kremlin en train de participer à la réalisation de la politique nationaliste. Voilà, c'est un intellectuel qui a sa liberté d'esprit, de voyage, etc. Voilà. Alors, Poutine, Dugin avec les Lubavitch, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu entouré de Lubavitch, enfin peut-être. Moi, je pense que c'est vrai que Poutine, il a une certaine proximité avec les Lubavitch, mais comme il a une proximité avec les représentants de toutes les autres religions. Je pense, enfin personnellement, c'est une opinion, peut-être qu'elle est fausse, je ne sais pas, mais Poutine aime bien être en accord avec les principales manifestations religieuses, ethniques des diverses minorités qui existent en Russie. Voilà, c'est quelqu'un qui, par exemple, il a inauguré une grande mosquée, je crois que la plus grande mosquée. Enfin, je l'ai vu, par exemple, une vidéo où il avait reçu un Coran en cadeau par une jeune fille, etc. Et donc, une cérémonie vraiment importante il y a quelques mois. Malheureusement, j'ai oublié, je suis incapable de vous dire où c'était, mais c'était vraiment. Donc, il accorde beaucoup d'importance et d'intérêt à l'expression des religions qui composent le pays. Il est conscient que la Russie est une fédération de peuples divers, de religions, de croyances diverses, et qu'il faut maintenir ensemble à tout prix. Voilà. L'URSS a payé cher une espèce d'amalgame contraint et diversifié, mais contraint. Et à la première occasion, ces peuples se sont libérés de l'oppression centrale de Moscou. Et donc, il sait que, l'exemple du Caucase, par exemple, bon, il sait très bien que l'Occident est à l'affût. Regardez, l'Occident, par exemple, il essaye de mener des troubles en Géorgie, dans le Caucase, en Tchétchénie, etc. Donc, en fait, c'est vraiment quelqu'un d'ouvert
qui a envie d'avoir un pays où toutes les nationalités, je pense que c'est un pays qui a énormément de, bon, je suis incapable de dire dans le détail, mais plusieurs États fédérés, plusieurs ethnies, plusieurs langues. Et donc, il essaye de maintenir cette cohésion. Et bon, est-ce qu'il est beaucoup plus proche des Lubavitch plus particulièrement? Je sais pas. Peut-être parce que on exagère, enfin peut-être. C'est-à-dire, on prend des vidéos où il est avec des Lubavitch et on les monte en épingle. Ça, c'est très facile. Hein. Et donc, on veut donner l'impression qu'il est soumis à l'influence Lubavitch. Bon, moi, je ne crois pas beaucoup. Il a, par exemple, il a une relation, il a eu toujours une relation très privilégiée avec les premiers ministres israéliens, comme par exemple Netanyahou, Bennett qui a eu quand même, qui a failli réussir un accord entre la Russie et l'Ukraine, juste après la guerre, ce qui n'est pas donné d'ailleurs, enfin c'est ça. Et donc, voilà, c'est Poutine essaye d'entretenir des relations avec ceux qu'il considère comme importants pour des relations de bon voisinage, des relations pacifiques, ou pour éviter les malentendus, etc. Voilà. Alors, ça me permet de rebondir sur quelqu'un qui a aussi des affinités ou des liens très proches avec Netanyahou. Je vais vous partager, alors avant ça, je vais quand même partager ce commentaire concernant Trump. Pour celles et ceux qui veulent découvrir un peu plus sur Trump, ou même la vérité sur Trump, voilà, il faut aller sur Odyssée. Vous allez sur la chaîne, je vais mettre ici, voilà. Allez sur la chaîne Odyssée et tapez Trump, un atout en or, chaîne de Prune Prune. Voilà, pour celles et ceux, je fais un petit peu de publicité, c'est un commentaire intéressant. Voilà, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne, sur Odyssée. Alors, moi, je vais vous partager, Monsieur Cohen, une vidéo de notre député français franco-israélien préféré, LOL. Oui. Et justement, ça parle, c'est pour ça que je rebondis, ça parle des Lubavitch. Oui. Donc c'est assez intéressant. Et je vais vous la partager, puis vous allez nous dire un petit peu ce que vous en pensez, Monsieur Cohen. Hop. Là. Vous qui fait briller le peuple juif à travers le monde. Où que je me trouve, à Bangkok, à Bali, à Bombay, dans la partie la plus lointaine du monde, c'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Lubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Quelle force avait ce rabbi pour leur donner tant de force pour être partout? Quand vous allez aujourd'hui dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, qui est un de mes amis le plus proche depuis 22 ans, il y a des photos de ses enfants, son frère Yoni qui a été tué à Entebbe. Il y a une photo de Binyamin Netanyahou avec le rabbi de Lubavitch. C'est le seul étranger qui est dans son bureau. Regardez la force de ce rabbi de Lubavitch qui nous a donné l'amour du peuple juif et l'amour d'Eretz Israël. Vous qui fait briller le peuple juif. Voilà, Monsieur Cohen. Ok, il faut, à mon avis, on exagère beaucoup l'importance des Lubavitch. D'abord, je vais vous dire, en Israël, ce n'est pas les Lubavitch ne forment qu'une petite partie du mouvement religieux, c'est-à-dire ceux qui sont représentés au Parlement. Le Chasse, qui est un mouvement qui sont les religieux séfarades. Ils ont une dizaine de députés. Agudat Israël et le sioniste religieux, ce ne sont pas les Lubavitch. Les Lubavitch n'ont aucun député. D'accord? Donc, comment dire,
le mouvement religieux en Israël, ce n'est pas les Lubavitch. Les Lubavitch, vous savez, j'ai un frère qui est très religieux et il considère les Lubavitch comme une secte. Voilà. En fait, les Lubavitch, pourquoi on en parle? Parce que ils font du prosélytisme. C'est-à-dire, par exemple, ils ouvrent des bureaux en Inde, au Pérou, à Moscou, un peu partout, et ils servent comment dire, le Mossad d'ailleurs en profite, c'est-à-dire collecte des renseignements. Le mouvement Lubavitch est, à mon avis en tout cas, il est assez complice des services du renseignement israélien. Voilà. Et donc, il forme un peu une espèce de foyer juif à l'étranger où les juifs et les israéliens peuvent aller faire un Shabbat, peuvent se restaurer, peuvent échanger. Et donc, ils ont une réputation qui dépasse leur importance réelle. Leur importance politique est quasi nulle. Voilà, d'accord? Alors, ils ont je vais vous dire pourquoi c'est presque une secte. Ils avaient un chef religieux. Quand il est mort, ils n'ont pas déclaré sa mort. Pourquoi? Parce que s'il l'avait déclaré mort, il n'aurait pas pu devenir le Messie. Or, les adeptes de Lubavitch ils croient que c'est lui qui est le Messie. En fait, ce sont des gens un peu, ce sont des marginaux dans le spectre, dans le monde religieux. Alors, voilà un peu l'image, et je crois que les gens font une fausse route en considérant que les Lubavitch sont la force de frappe des religieux juifs. Pas du tout. Pas du tout. Politiquement, en Israël, ils sont nuls. Voilà. Ils sont zéro, politiquement parlant. Voilà. Ils n'ont aucun député. Donc, en fait, ils sont un peu comme c'est un peu comme un mouvement de militants, et on en voit ils ont un patelin en Israël qui s'appelle Kfar Chabad, mais ils sont regardés un peu bizarrement par les vrais religieux, voilà, comme une secte, voilà. Et ils ont cette particularité d'essaimer à l'étranger, de créer des centres, et le rabbin, le rabbi, celui qu'on a vu en photo avec Netanyahou, qui parle de Messie, etc. Bon, on en a fait une espèce de prophète, mais encore une fois, c'est un prophète, enfin, entre guillemets, dont on ne veut pas reconnaître la mort. Voilà. C'est juste pour donner un peu une idée du caractère sectaire de de ce mouvement. Voilà. Il faut vous dire une chose, ce n'est qu'un mouvement parmi d'autres, et il est loin de représenter les vrais religieux, les connaisseurs du Talmud, les grandes écoles, les traditions, la tradition juive, la tradition d'études, etc. Voilà, pas du tout. On trouve à Bangkok, à Bali, à Bombay. Oui. Alors, Monsieur Cohen, je vais la remontrer, cette vidéo, parce que je voudrais juste qu'on réagisse aussi par rapport à la façon de tenir les propos que tient Meir Habib. Parce que c'est quand même assez intéressant de savoir que ce monsieur-là, qui est député franco-israélien, moi, je ne l'ai jamais vu s'exprimer avec autant de punch et autant de vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez impressionnant. Donc, je vais la repasser vite fait. Tout le monde écoute. L'amour du peuple juif et l'amour d'Eretz Israël. Vous qui fait briller le peuple juif à travers le monde. Où que je me trouve, à Bangkok, à Bali, à Bombay, dans la partie la plus
lointaine du monde, c'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Lubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Quelle force avait ce rabbi pour leur donner tant de force pour être partout? Quand vous allez aujourd'hui dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, qui est un de mes amis le plus proche depuis 22 ans, il y a des photos de sa famille, sa femme, ses enfants, son frère Yoni qui a été tué à Entebbe. Il y a une photo de Binyamin Netanyahou avec le rabbi Lubavitch. C'est le seul étranger qui est dans son bureau. Regardez la force de ce rabbi Lubavitch qui nous a donné l'amour du peuple juif et l'amour d'Eretz Israël. Vous, c'est du baratin. C'est un baratineur, ce type, Meir Habib. Parce que, sincèrement, non, mais c'est un branleur, excusez-moi. C'est un branleur, ce type, Meir Habib. Parce que s'il était un admirateur des Lubavitch, il est le premier à violer toutes les lois religieuses que les Lubavitch défendent. D'accord? Voilà. Donc, il faut pas raconter des histoires quand même. Voilà. C'est du cinéma. À mon avis, il a dû être. Vous savez que les Lubavitch organisent chaque année une espèce de dîner où les gens viennent, payent 300 €, 500 € pour ramasser du fric. Bon, voilà. Il a dû être invité à ce dîner et il a fait, comment dire, voilà, il a fait son petit discours. Mais je le vois mal aller à Bangkok, aller chez les Lubavitch. Parce qu'en général, c'est quoi? Les Lubavitch envoient un rabbin et sa femme et ses enfants et il leur dit voilà un peu d'argent, tu vas aller à Bangkok. C'est pas pour convertir les gens, parce que les Juifs ne convertissent pas, d'accord? C'est un ancrage où des Juifs de passage viennent passer un Shabbat, une fête, c'est tout. Voilà. Donc il y a rien de je veux dire, c'est pas exceptionnel. Il raconte, il embellit, il raconte des histoires comme si c'était quelque chose de fabuleux. Voilà, c'est tout. C'est pas. Voilà, on envoie une famille et s'installe à Bangkok. Et ben voilà. Et puis les gens de passage viennent et ça fournit des renseignements au Mossad. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le considérer comme un sioniste ou même un sayanim? Alors, non, ils remplissent un peu ce rôle, c'est-à-dire. Parce que moi, attendez, avant de continuer, Monsieur Cohen, parce que moi, en tant que député franco-israélien, moi, je l'ai jamais entendu défendre la cause des Français de souche là que l'on voit ici. À chaque fois qu'il s'exprime, c'est pour défendre Israël. Ben oui, parce que en principe, si ça avait été un musulman et qui aurait défendu les musulmans de cette façon-là, je crois qu'on l'aurait dégagé de l'Assemblée nationale. Mais bon, il y a l'exception juive. Voilà, donc est-ce que selon vous, comme je vous ai posé la question, je la repose, est-ce que selon vous, il a cette casquette de député, mais en plus de cette casquette de député, il a la casquette du sayanim et du sioniste, ou comment? Qui? Habib Meyer. Évidemment, lui, c'est probablement le Sayan par excellence. Je veux dire, il est entièrement dévoué à Israël, il est prêt à tout. Je veux dire, si le Mossad l'appelle pour faire ceci et cela, mais il est prêt. Au contraire, c'est le Sayan par excellence. Ouais. Bon, écoutez. Donc, à mon avis, pour conclure sur cette affaire, à mon avis, il a dû être invité à une soirée de collecte de fonds. Les Lubavitch organisent chaque année un dîner, voilà, où les gens viennent, payent, je ne sais pas, 100, 200 ou 300 €. Il invite et donc il fait un petit speech où il caresse les Lubavitch dans le sens du poil. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen. Alors, il y avait une question concernant, je suppose que vous devez connaître, mais si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, c'est le sacrifice de la génisse rousse. Oui. Oui, bon, il y a un passage dans la Torah, enfin dans l'Ancien Testament, sur la génisse rouge.
Alors, apparemment, ils ont acheté, enfin, je veux dire, oui, qu'il faut sacrifier selon un certain rite, etc., mais qui a un lien avec la pratique du temple. Voilà. Et donc, bon, ils avaient acheté, je crois, 3 génisses au Texas, et puis apparemment, ils devaient les sacrifier, puis a priori, ça ne s'est pas fait. A priori, hein, je ne sais pas, parce que ça devait se faire à la fin de pendant ou après la fête de Pâques. La fête de Pâques s'est terminée et ce sacrifice n'a pas eu lieu. Alors, est-ce que ce n'était pas opportun? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, disons qu'on a monté l'affaire dans la mesure où on pensait comment dire, chauffer faire mousser la création du temple. Voilà, en fait. Parce que sacrifier une vache rousse comme ça pour rien, ça n'a aucun sens. Puisque le sacrifice de la vache rousse se fait en lien avec le travail du temple. Donc, selon un cérémonial, etc. Et à mon avis, ils pensaient, comment dire, faire avancer d'une certaine manière, je ne sais pas comment, faire avancer d'une certaine manière l'idée d'un temple ou hâter l'ouverture d'un temple. Enfin, je ne sais pas exactement, parce qu'il faut savoir une chose. Il y a un musée du temple à Jérusalem où vous savez, dans un temple, il y a des instruments, il y a des chaises, il y a des tables, il y a des couteaux, enfin, il y a tout, pour égorger pour faire les sacrifices, les bols pour recueillir le sang, enfin, je ne sais pas, il y a tout. Tous ces objets existent, ont été construits selon les prescriptions d'antan, en principe. Hein, voilà. Donc, ils n'attendent que leur hache ou le jour J pour commencer comment dire, à rétablir les travaux du temple. Est-ce que, à mon avis, ils avaient pensé qu'ils avaient fait tout ce cinéma autour des vaches rousses parce qu'ils croyaient qu'il allait y avoir une espèce de coïncidence entre ce sacrifice et une avancée majeure pour le temple. Et ne voyant pas, c'était pas opportun peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a étouffé l'affaire. Voilà, personne ne parle maintenant des vaches rousses. Alors, on a Monsieur Benamou qui voudrait nous donner une leçon à ce sujet. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas, Monsieur Benamou, à interagir avec nous. Vous avez la possibilité, vous montez sur le guest. Je vais donner la parole en attendant à Gilles qui est avec nous. Gilles qui est un habitué. Bonsoir, Gilles. Alors, attends une seconde, on ne t'entend pas bien. Là. Bon, ben, toujours un véritable plaisir d'avoir avec nous M. Cohen. On peut dire qu'il y a une pointure. Alors, je ne vais pas m'étendre en louange. M. Cohen, j'ai une question précise. C'est concernant l'enquête qui est donnée par la Cour pénale internationale de justice concernant M. Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Oui. On a vu, par exemple, pour Laurent Gbagbo, après 7 ans de détention, Laurent Gbagbo avait été innocenté parce qu'il n'y avait aucune preuve. Quel est votre sentiment sur l'intervention de la Cour pénale internationale de justice concernant M. Netanyahou? En tout cas, je vous remercie et je vous suis avec beaucoup d'attention. Merci à tous les auditeurs. Merci à vous, M. Altitude. Et voilà, merci. Merci à toi. Alors, il faut savoir une chose d'abord. Il faut préciser une chose importante, c'est que la Cour pénale internationale ne s'est pas saisie sur l'affaire de Gaza. La Cour pénale internationale est saisie depuis 2014 suite à la guerre qu'Israël a menée à Gaza et l'autorité palestinienne avait déposé une plainte à l'époque.
Et la Cour pénale internationale a, comment dire, a fait traîner les choses. Parce qu'il ne faut pas imaginer que la Cour pénale internationale est indépendante. La Cour pénale internationale dépend étroitement des États-Unis. Voilà, ce sont eux qui décident qu'il faut poursuivre ou pas. Bon. Alors, il se trouve que cette cour, elle a des, comment dire, elle a des dossiers qui datent de 2014. Et ce sont ces dossiers qu'elle est en train d'étudier. Donc, elle met du temps quand même. Vous avez 2014. Alors, maintenant, est-ce que il n'y a rien eu, à ma connaissance en tout cas, ce sont des rumeurs. C'est-à-dire, on sait que, je ne sais pas si les Israéliens, enfin, si Netanyahou, si les Israéliens ont voulu créer ce problème, ont voulu donner à ce problème une dimension qu'ils n'avaient pas. Parce que la Cour pénale internationale étudie le dossier de Netanyahou depuis, je répète, 2014, suite à une plainte de l'autorité palestinienne. Bon. Et donc, qui n'a pas encore abouti. Bon. Alors, est-ce que la Cour pénale internationale a inclus les crimes commis à Gaza? Je n'en sais rien. Est-ce que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou? À ma connaissance, non. Donc, voilà, ce sont des spéculations qui comment dire, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale, à ma connaissance, n'a émis aucun mandat d'arrêt contre Netanyahou, comme elle l'a fait avec Poutine, par exemple. Donc, pourquoi les Israéliens commencent à dire oui, enfin à chauffer, commencent à alerter les pays occidentaux comme quoi Netanyahou serait en danger? Je ne sais pas pourquoi ils le font. Alors que la Cour pénale internationale a toujours été d'une discrétion incroyable vis-à-vis d'Israël. Très bien, merci Monsieur Cohen. Moi, j'avais une question concernant, je voudrais revenir, tout à l'heure, vous aviez parlé de Trump et du Maroc. Alors moi, la question, là, on va sortir un petit peu du sujet de la Oui. Palestine. Et en fait, je voudrais savoir un petit peu, est-ce que vous avez suivi les derniers événements en Afrique du Nord? Donc le fameux G3 qui est sorti de terre, là, donc l'Algérie, la Libye, la Tunisie, Oui. à la suite d'un long coma clinique de l'Union du Maghreb, l'UMA, hein, qui avait été gelé en 1995 par le ministre des Affaires étrangères marocain, M. Filali. Donc 30 ans après, ben, il faut se dire que pendant 30 ans, le Maghreb n'a pas du tout avancé. Et sous l'impulsion du président algérien, donc il y a le G3 qui est né, sorti de terre. Est-ce que vous pensez que comment dirais-je, ce G3 va aboutir comment dire, à quelque chose quand on sait que le Maghreb compose essentiellement les pays d'Afrique du Nord et y compris le Maroc. Mais malheureusement, le Maroc n'y est pas. Et on sait pour quelles raisons aujourd'hui le Maroc n'y est pas, même si dans les déclarations qu'on a pu entendre, la porte n'est pas fermée. Non, mais ça, ce G3 fait partie du combat diplomatique qui sans fin entre l'Algérie et le Maroc. Voilà. C'est-à-dire que, parce que ce G3, franchement, sans le Maroc et ne pas oublier la Mauritanie, sans le Maroc et la Mauritanie,
n'a pas comment dire, n'a pas d'intérêt réel finalement, parce que bon, la Tunisie est minuscule, elle ne pèse pas beaucoup. Quant à la Libye, c'est un État divisé entre deux. Il y a au moins deux gouvernements qui se font la guerre, enfin quasiment. Certains pays reconnaissent le gouvernement installé à Tripoli, d'autres le gouvernement installé à Benghazi. Donc on voit mal quel rôle peut jouer la Libye dans ce G3. Donc en fait, à mon avis, c'est une manœuvre de l'Algérie pour isoler le Maroc et dire voilà, nous construisons l'union et le Maroc s'enferme dans son alliance avec le régime sioniste. Voilà, mais bon. Donc, je ne vois pas vraiment d'intérêt économique, politique ou autre à ce G3, autre que une manœuvre pour isoler le Maroc. Voilà. Bon, maintenant, le Maroc peut très bien aussi se tourner vers la Mauritanie ou se tourner, je pense qu'il se tourne vers le Mali, le Sénégal, etc. Voilà. Bon, donc les chances d'une union du Maghreb s'éloignent de plus en plus. Voilà. Malheureusement, c'est la division qui est quasiment confirmée. Mais M. Cohen, moi je ne suis pas trop d'accord dans le sens où ça n'aboutira à rien. Oui. Ça ne peut être que positif parce que déjà, il y a des échanges qui se font entre la Tunisie et l'Algérie, commerciaux. Il y a un lien, il y a une politique souveraine qui est quasiment, voilà, la Tunisie ne reconnaît pas, je ne crois pas qu'elle reconnaisse Israël. Elle ne se soumet pas tant que ça au diktat du Front monétaire international. Bon, la Libye, on voit que c'est un pays en reconstruction, qui est divisé, il y a un nouveau gouvernement. Mais il y a quand même des richesses dans ce pays et il y a la possibilité peut-être de... Bon, il y a des projets, hein, il y a des groupes de travail qui ont été créés depuis cette réunion. Maintenant, il faut voir si ça aboutira à quelque chose. Mais je ne pense pas que c'est pour isoler le Maroc, mais c'est plutôt surtout pour essayer d'avoir un impact, un poids un peu plus élevé, peut-être. Quand on voit que, par exemple, il y a d'autres pays qui s'allient dans l'Afrique subsaharienne, il y a des comment dirais-je, il y a des, oui. Il y a le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont formé. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui. Bon, bien sûr, je ne peux pas dire, enfin, je ne peux quand même pas aller jusqu'à dire que c'est négatif, mais disons que dans les conditions actuelles, c'est-à-dire l'Algérie, un État puissant, unitaire, solide, avec un gouvernement maintenant enfin, stable, face à deux pays qui pèsent très peu, un qui pèse vraiment très peu et l'autre qui est, enfin, je ne sais pas dans quel état est la Libye, mais disons que ce n'est pas un pays qui est loin d'avoir une unité, d'avoir une production stable. C'est un pays qui est soumis à énormément de conflits, de guerres, d'instabilité, de trafic humain. Enfin, je ne sais pas quel projet. Bon, bien sûr, on peut toujours dire bon, on va faire une raffinerie commune, on va faire un truc commun. Bon, ça, c'est pas difficile. Mais de là à constituer un ensemble homogène, cohérent, équilibré, voilà, bon, peut-être ça donnera quelque chose. Mais je reste convaincu quand même que c'est fait pour isoler le Maroc, il faut le dire. Voilà. Enfin, moi, j'ai un autre argumentaire concernant cette situation. Comme je vous l'ai dit au départ, 30 ans de quasiment mort clinique de l'Union du Maghreb, décidé en 1995, je vous le rappelle, et sous prétexte
du conflit au Sahara occidental. Oui. Donc, en gros, à cause de ce problème du Sahara occidental, le Maghreb ne doit pas avancer. Maintenant, aujourd'hui, ces pays-là décident malgré tout, de créer une union, une cohésion entre ces trois gouvernements et peut-être bientôt quatre, hein, parce que la Mauritanie, elle n'y est pas, mais bientôt, je pense qu'elle intégrera ce groupe. Et malheureusement, le Maroc a décidé de s'allier avec, vous le savez, avec Israël, les accords d'Abraham, ce qui fait que le Maroc avance de son côté seul et l'Algérie essaye de emmener ce groupe de pays-là pour essayer de construire quelque chose et ne plus attendre après le Maroc. Parce que justement, c'est le Maroc qui avait gelé cette union du Maghreb en 1995. Bon, c'est vrai que c'est conflictuel tout ça parce qu'il y a cette histoire du Sahara occidental qui est reconnue, pas reconnue. Voilà, la question, elle est. Le problème du Maghreb, c'est quoi? Le problème du Maghreb depuis 1962, c'est qu'il y a deux pays voisins, le Maroc et l'Algérie, deux régimes, qui ne s'entendent pas, qui sont fondamentalement antagonistes. L'Algérie, 62 révolutionnaire, progressiste, non aligné, et le Maroc, monarchiste, pro-occidental, etc., etc. Et c'est un problème. Vous savez, on revient à la géopolitique. C'est-à-dire, ce sont deux pays frères, mais ce sont deux pays faussement frères. Je ne parle pas des peuples. Il y a malheureusement la géopolitique et là, c'est lois. Ce sont deux pays d'égale puissance, à peu près, hein, bon, à peu près, disons, qui se disputent l'hégémonie sur la région. C'est-à-dire que chaque pays conteste à l'autre, a peur que l'autre, le Maroc pense que l'Algérie et vice-versa, pense que l'autre essaye de l'enfoncer, de le contourner, de l'amoindrir, etc. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est-à-dire que ce sont deux pays qui se sont enfoncés dans un antagonisme géopolitique, géostratégique, dont on ne voit pas la sortie. Voilà, c'est ça le drame. Voilà. Je ne sais pas, vous savez, j'ai fait une vidéo récemment avec un groupe tunisien et on a parlé de ce problème. Et j'avais vraiment exprimé cette idée que comment dire, il y a deux systèmes antagonistes depuis 1962. Vraiment, ça veut dire que ce sont malheureusement deux régimes qui n'ont jamais pu s'entendre, qui n'ont jamais pu se faire confiance, qui n'ont jamais pu trouver un terrain d'entente et se dire, bon, allez, on est voisins, on va poser les problèmes sur la table et on va essayer de les résoudre. Voilà. Je pense que c'est très profond comme conflit, c'est très regrettable. Ça, je veux bien, mais malheureusement, c'est une réalité géopolitique et elle dure. Et aujourd'hui, avec le problème du Sahara occidental, je ne vois pas. Donc, moi, personnellement, je persiste à croire que je sais bien que vous ne serez pas d'accord, mais l'Algérie, elle trouve là un moyen, comme par exemple, mais le Maroc fait pareil. Pourquoi le Maroc se rapproche du Sénégal, Côte d'Ivoire, cherche à contourner l'Algérie par l'autre côté, le Mali, etc. Donc, vous savez, ce sont comment dire, des méthodes classiques de la géopolitique. Voilà. Donc, c'est pas nouveau. Chaque pays essaye voilà, puisque ce sont deux pays comment dire, qui sont fondamentalement antagonistes et qui n'ont pas jamais pu trouver la solution à leur antagonisme. Voilà. Je sais pas moi, par exemple, la France et l'Allemagne ont été antagonistes pendant 10 siècles et en 45, ils ont trouvé un terrain d'entente. Bon, le Maroc et l'Algérie, voilà, jusqu'à présent, et plus le temps passe, et malheureusement, et moins la solution paraît proche ou possible. Oui, on a pu le constater. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement les événements
footballistique entre deux clubs. Oui, il y a une équipe de football qui a été, Berkane, qui a été en Algérie, voilà, oui, oui. Voilà, un peu donc, vague, oui, oui. alors, je vous résume ça en 2 minutes. Donc, l'équipe de Berkane s'est déplacée donc à Alger et, Oui. les douanes leur ont confisqué leur jeu de maillot parce qu'ils avaient la carte du Maroc avec le Sahara occidental. Ah oui, d'accord. Et du coup, ben, le match n'a pas été joué parce que le Berkane, le club de Berkane n'avait pas son jeu de maillot, a décidé de ne pas jouer. Donc le match a été annulé. La CAF a donné victoire sur tapis vert au club de Berkane. Et une semaine après, il y avait le match retour au Maroc. Et donc l'équipe d'Alger s'est déplacée là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont aperçus que l'équipe de Berkane allait jouer avec ce fameux maillot avec la carte. Et oui. du coup l'équipe algérienne a décidé de ne pas jouer. Donc le match, au final, les 2 matchs n'ont pas été joués, ont été annulés. Et les deux matchs ont été gagnés sur tapis vert selon la CAF, la Confédération africaine de football, qui a donné victoire au club marocain de Berkane. Sauf que la Fédération algérienne de football a emmené le dossier au tribunal arbitral du sport à Lausanne, le TAS. Alors là, je n'ai pas d'informations officielles, mais voilà, même dans le sport, ça va jusqu'à ne pas s'entendre par rapport à cette histoire de Sahara occidental. Et du coup, moi, ma question clairement, vu qu'il n'y a vraiment pas d'entente, ben, il est clair que s'il n'y a pas d'entente, il faut avancer chacun de son côté. Et donc, est-ce que, voilà, question, est-ce qu'on peut en arriver à un conflit militaire tellement c'est grave la situation? Vous savez, un conflit militaire se déclare lorsque lorsque les protagonistes estiment, à raison ou pas, hein, j'en sais rien, est-ce que ou le Maroc ou l'Algérie ou les deux estiment qu'on peut le faire sans en pensant qu'on va gagner quelque chose. Voilà. C'est ça le conflit militaire. C'est-à-dire, on ne peut jamais dire et il y aura un conflit ou pas. C'est vrai qu'il y a les conditions d'un conflit sont là. Voilà. Les conditions existent. Et donc, mais il faut l'étincelle. Et est-ce qu'elle peut venir ou pas? Moi, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, ça dépend des deux pays, ça dépend des circonstances. Donc, enfin, c'est très difficile de répondre à une question comme ça. Mais disons que l'atmosphère est là, les conditions sont là, mais ça peut éclater comme ça peut ne pas éclater. Voilà. Ça, ce sont les parties qui décident si elles peuvent tirer un avantage d'un conflit. Voilà. Alors, autre question, comment se fait-il que, à la vue de ce qui se passe et de la situation diplomatique et tout ça, comment se fait-il qu'il n'y a pas un médiateur qui vient foutre son nez là au milieu? Pourquoi, pour d'autres conflits, on arrive à envoyer des médiateurs et là, pour une situation quand même proche du conflit militaire, aujourd'hui, personne n'a franchi le pas, mais on n'est pas loin. Et comment se fait-il qu'il n'y a pas je ne sais pas, je pourrais parler de n'importe quel État, que ce soit un pays arabe ou qui pourrait faire la médiation? Pourquoi il n'y a pas de médiation? À mon avis, il y a eu des tentatives, mais seulement qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a eu plusieurs tentatives. J'imagine, par exemple, l'Arabie Saoudite, des pays arabes, la Russie, la Chine. Donc, il y a eu certainement des tentatives. Seulement, ces tentatives, elles se font rarement au grand jour. Pourquoi? Parce que le pays qui veut faire une tentative de médiation, il ne la fait pas au grand jour. Parce qu'un échec retomberait sur sa réputation. Voilà. Si l'Arabie Saoudite, mettons, s'engage dans une espèce de conciliation et si elle échoue,
eh ben, ça lui portera tort. Donc, mettons l'Arabie Saoudite comme un exemple qui est assez crédible, qui envoie des messages, voilà, discrets, etc., qui dit qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les conditions, ceci, cela. Et puis, le pays qui tente le coup, ben, il voit que ça bloque, par exemple, sur le Sahara. Comment trouver une solution sur le Sahara? Voilà. Est-ce qu'il y a une solution? Moi, à mon avis, il n'y a pas de solution. C'est un blocage total. C'est-à-dire, vraiment, c'est le type de problème auquel on ne peut pas trouver une solution qui satisfasse les deux parties. Voilà. Si, on peut trouver un compromis, mais on voit mal le Maroc renoncer à sa souveraineté et on voit mal l'Algérie accepter la souveraineté marocaine. Alors, comment concilier les deux? Donc, moi, à mon avis, il y a eu des tentatives, mais seulement et d'ailleurs, c'est la preuve que le problème est vraiment très profond, puisque ces tentatives de conciliation sont restées lettres mortes. Parce que s'il y avait eu une possibilité de rencontre, etc., on aurait été content de le faire savoir. Mais le fait qu'on n'arrive même pas à rapprocher ou à faire dialoguer, ça veut dire que vraiment le problème est très profond. Voilà. Et moi, je suis convaincu que le problème va au-delà même de la question du Sahara. C'est vraiment une question de méfiance historique, viscérale, entre deux régimes. Ce n'est pas les peuples, c'est entre deux régimes qui se détestent, et malheureusement, vous savez, en géopolitique, c'est vrai que l'intérêt de l'État exige parfois qu'on dépasse ce genre de problème. Voilà, c'est-à-dire ces tensions personnelles, politiques, etc. Mais malheureusement, on a affaire à deux régimes qui n'arrivent pas à dépasser. Je n'ai pas envie de dire la faute à X ou Y. Je pense que voilà, les deux, qui départagera les deux, j'en sais rien, mais les deux régimes s'accrochent n'arrivent pas à dépasser. C'est tragique, mais voilà, c'est une réalité malheureusement. Alors, à qui profite tout ça? Eh bien, aux vendeurs d'armes, à ceux qui peuvent exploiter la situation, à Israël, à l'Amérique, etc. Parce que pour déstabiliser l'Algérie, l'alliance du Maroc est vraiment formidable. Pour armer l'Algérie, c'est formidable aussi pour les autres. Et évidemment, les grandes puissances, les grandes compagnies sont là pour vendre leurs armements, leur influence. Et c'est le jeu des relations internationales. Voilà. Bon, alors, on va clôturer. Juste une dernière réflexion. On a vu par le passé oui. Un passé très récent, que l'Iran et les Saoudiens avaient bien surmonté leurs différends. Oui. Oui, mais peut-être parce que ils n'avaient pas cette, comment dire. D'abord, à mon avis, ils n'ont pas de conflit territorial, déjà. Et deuxièmement, peut-être ce sont des régimes à peu près, comment dire, ils n'ont jamais eu de conflit. À mon avis, enfin, à ma connaissance, ils n'ont jamais eu de conflit ouvert. Il faut dire aussi que voilà, et donc, ceci dit, ce sont deux pays qui commencent un rapprochement. Et ben voilà, c'est la différence entre deux régimes qui arrivent à dépasser des histoires vieilles de 50 ans, 60 ans, et qui voient leur intérêt. Et malheureusement, il faut dire que les régimes algériens et marocains n'arrivent pas à dépasser. Voilà, c'est. Affaire très complexe. On verra. Voilà. L'avenir nous le dira comment ça va évoluer, tout ça. Bon, en tout cas, merci, M. Cohen. C'était très intéressant ce soir. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu interagir, mais c'est pas grave. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, allez, bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Voilà, les amis. Merci à tous.
et à toutes d'avoir suivi. Donc, Halim, désolé, ta question, tu la gardes pour la semaine prochaine. Il faut savoir que c'est tous les jeudis à 19h30, la chronique avec Jacob Cohen. Donc, désolé, je n'ai pas pu lire toutes les questions qu'il y avait. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et vous avez même la possibilité d'interagir. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Je fais toujours ce petit mot concernant notre sœur Nabila Kilani, qui a fait un travail humanitaire sur la bande de Gaza, qui a dû quitter le nord de la bande de Gaza suite aux événements du 7, et donc qui faisait un travail humanitaire. Voilà, moi j'ai un lien en description, on participe, vous pouvez faire un geste si vous le voulez, financier pour notre sœur. Ça ira directement pour elle, pour qu'elle puisse continuer une fois qu'elle a retrouvé ses terres, continuer à faire ce qu'elle faisait comme travail humanitaire, les enfants, les écoles, aider les personnes dans le besoin, alimenter en eau potable. Voilà, on sait qu'aujourd'hui tout est ravagé, mais voilà, on espère un jour la reconstruction et qu'ils retrouvent leur maison, leur terre. Voilà, donc c'est Nabila Kilani, vous avez un lien en description de la vidéo, les amis. Allez, je vous donne rendez-vous prochainement, je ne sais pas quand encore, il y a peut-être Thierry Messant, Aïssa, que je voulais aussi avoir, Aïssa de l'Axe de la Résistance, donc prochainement, ces prochains jours. Soyez connectés. Salam alaikum, bonne soirée à tous. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Si, et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du Christ. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 Antisémite.
antisémite. T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy, 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon de façon scientifique. Si toi aussi la dose te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qui dise la plus morale du monde. Tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Tu pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Ben t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con.